Un garçon est sorti du groupe et m'a renversé entièrement sur moi, de la tête aux pieds, un bidon d'essence. Il s'amusait avec son briquet, sa flamme allumée devant moi, tout en étant encouragé par ses copains qui lui disaient brûle là, qui l'encourageaient comme ça. Ils veulent te tuer, ils vont le faire. Je m'appelle Anis Zeba, j'ai 20 ans et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire concernant le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement que j'ai subi lorsque j'étais au collège. Le harcèlement a commencé lorsque j'étais en 6e. En fait, j'étais dans une école vraiment de secteur, donc tout se passait très bien. J'étais même une fille très populaire, j'avais plein d'amis. Mon professeur avait l'habitude de dire les notes à voix haute. Donc ça fait que j'étais toujours dans le top 3 des meilleures notes. Et très rapidement, les élèves ont commencé à me prendre à part. J'ai commencé à avoir des insultes en classe, du style « Oh, t'es qu'une intello »,« Oh, tu vas encore avoir 18 »,« Oh, tu vas encore avoir une bonne note ». Bon, au début, je me suis dit ce n'est pas grave, ce sont juste des petites chamailleries entre nous. Parce qu'en plus, ces élèves, je les connaissais, donc je me suis dit « c'est pas très grave ». Et c'est vrai qu'au fil du temps, ça a commencé quand même à me peser. Parce que c'était constamment comme ça. J'avais constamment ces remarques-là. J'en ai parlé à ma mère qui a pris vraiment cela au sérieux. Mais bon, l'école s'était juste dit, bon, c'est vraiment des chamailleries, ça va passer quoi. Et malheureusement, c'est pas du tout passé parce que très rapidement, à la suite du fait que j'en ai parlé à ma mère en fait, j'ai commencé à avoir des petits mots sur ma table pour me dire, t'es une pute. T'es une salope, t'es grosse. Là, on m'atteignait personnellement. C'était ma personne qui était attaquée. Je me suis dit, ils ont raison, c'est moi le problème. Donc s'ils disent que je suis une pute, c'est parce que peut-être on voit trop mon corps. Donc je vais arrêter de mettre des slims, je vais plutôt mettre des pantalons amples, des gros pulls. Si on me dit que je suis grosse, c'est de ma faute, je mange trop. Donc effectivement, à chaque fois que je rentrais à la maison, je mangeais plus. Je me disais que, allez, j'ai 12 ans, je vais me mettre au régime, comme ça je vais perdre énormément de poids et je vais pouvoir leur plaire, afin qu'ils ne m'insultent plus, afin qu'ils ne me prennent plus pour cible en fait, et qu'ils m'aiment, littéralement. Je voulais qu'ils m'aiment pour la personne que j'étais, mais je savais pas comment faire. Et malheureusement, ça a fait que accentuer la violence. Les personnes littéralement disaient en classe « Oh, Annie, c'est une pute, t'es une salope ». À chaque fois que je rentrais chez moi, soit je faisais des grosses crises de boulimie, dans le sens où je mangeais extrêmement parce que je savais pas comment gérer toute ma colère, toute ma frustration, donc je me défouillais dans la nourriture. C'était ça mon moyen d'aller mieux. Ou bien au contraire, je mangeais plus. Et c'est effectivement ces petits changements de comportement qui ont fait que ma mère s'est doutée de quelque chose. Mais j'ai quand même pris du temps à lui en parler à nouveau. Mais un jour, c'est vrai que j'ai fondu en larmes en classe. Et je me suis dit, Annie, c'est plus possible. Je me suis dit, Annie, c'est peut-être le moment de le dire à ta mère pour que tout cela cesse. Donc j'ai appelé ma mère à la fin du cours et je lui ai dit, écoute maman, c'est plus possible. À l'école, on m'insulte tout le temps, on dit que je suis une pute. Il faut que tu m'aides en fait. Donc c'est vrai qu'elle directement elle est venue à l'école, elle a eu rendez-vous avec l'administration, mon professeur, mais oui on lui a un peu rayonné en lui disant que oui c'était des jeux d'enfants et que voilà ça allait passer. Franchement en 6e je me suis juste dit que bon c'était que du harcèlement moral, psychologique et je me suis dit bon c'était pas très grave. Ils t'ont fait beaucoup de mal pendant la 6e mais bon ça va passer. Avant de reprendre l'année au collège, en 5e, j'ai tout de même demandé à changer de collège. Ma demande a été rejetée. Donc en 5e, à la rentrée, je me suis retrouvée dans la même classe que les personnes qui me harcelaient en 6e. Dès la rentrée, en fait, le harcèlement a repris de plus belle. J'ai été déléguée des professeurs, dans le sens où j'avais un cahier dans lequel les professeurs devaient noter les incidents qui se passaient à la fin de chaque cours. Et donc, j'ai été littéralement prise pour cible à la fin de chaque cours parce que les élèves qui, littéralement, se comportaient mal, à chaque fois me tombaient dessus pour prendre le cahier, pour arracher les pages qui étaient écrites sur eux. Donc un jour, à la fin d'un cours, je me suis retrouvée prise dans un piège en plein milieu du couloir et il y avait une quinzaine de personnes autour de moi qui m'encerclaient, qui m'insultaient de pute, de salope, tu sers à rien, donne-nous le cahier, rends-nous le cahier, on va déchirer les pages sur nous, etc. Et moi j'étais juste recroquevillée comme ça, tenant mon sac, le cahier, juste pour pas que
on prenne les affaires, quoi. On m'avait donné cette responsabilité. Pour moi, c'était quelque chose vraiment de primordial, de faire respecter ce que l'établissement avait mis en place. Ce jour-là, dans les couloirs, j'ai été rouée de coups par toutes les personnes qui étaient là. Il y avait des professeurs qui passaient dans les couloirs à ce moment-là, mais aucun ne s'est arrêté pour voir ce qui se passait, pour m'aider littéralement en fait. Donc j'ai été tabassée pendant toute la récréation en fait. J'étais en sanglots, j'étais presque en sang. Donc je sors littéralement choquée, tétanisée. Je me dirige vers la cour pour annoncer à la surveillante ce qui vient de se passer. Je lui dis, écoutez madame, je viens de me faire tabasser dans les couloirs, qu'est-ce que je fais ? Et elle me dit, en rigolant, oh écoute Annelise, ce sont des garçons, ils sont amoureux de toi, laisse tomber, c'est rien. Alors je me suis dit, premièrement, j'en parlerai plus jamais, parce que j'ai plus la force en fait. Deuxièmement, je me suis dit, Annelise, elle te dit que c'est de l'amour. Quand on te frappe, quand on t'insulte, c'est de l'amour. Donc je me suis dit, elle a raison. L'amour, c'est les coups, c'est la violence, c'est ça l'amour. Donc je me suis dit qu'elle avait raison, et donc j'ai juste subi. Depuis ce jour-là, et pendant 2 ans, je me suis mutilée tous les soirs. Et je savais pas comment faire pour extérioriser toute cette haine, toute cette rage, toute cette peine. Et c'est là vraiment que la mutilation s'est installée concrètement dans ma vie. C'était mon échappatoire quotidien. Étant donné que j'avais peur d'être frappée, d'être insultée, j'ai commencé à me cacher des autres. Et c'est vrai que le repli sur moi a commencé petit à petit à se faire ressentir au niveau de mes notes. Et donc à ce moment-là, ma professeure principale est venue me voir et elle m'a dit « Écoute Annelise, tes notes ont baissé, je te vois tout le temps seule, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai fondu en larmes et je lui ai dit « Écoutez madame, je suis frappée, je suis insultée, je suis mise à l'écart, mais je sais pas ce que c'est, je sais pas quoi faire. » Et elle me dit Annelise, droit dans les yeux, ça s'appelle du harcèlement. Et je lui ai dit « Non, c'est impossible. » Elle me dit « Annelise, c'est du harcèlement. » Elle a appelé ma mère, il y a eu une réunion avec l'administration de l'école, et l'administration a dit « Si vous continuez d'embêter Annelise, vous allez être collée, vous allez avoir 1 heure de colle. » Donc à ce moment-là, tout le monde s'est retourné contre moi. J'étais la balance de service, celle qui savait pas se défendre. Tout le monde m'insultait. Le harcèlement que je subissais à l'école, il s'est propagé sur Internet. Dès que je rentrais chez moi et que j'ouvrais mon profil Facebook, j'avais des messages soit privés, soit sur mon compte public, profil, comme ça, pour me dire « T'es une pute, vas-y suce-moi, tu sers à rien, t'es une salope, suicide-toi », qu'on voulait me tuer, qu'on allait me frapper. J'ai commencé à cultiver pour la première fois des idées suicidaires. À chaque fois que je rentrais, je me disais « Mais qu'est-ce qui t'empêche de sauter par la fenêtre, Annelise ? Qu'est-ce qui t'empêche de faire une putain d'overdose, en fait ?» Tout ce qui se passait, c'était juste trop pour moi. Et j'avais juste espoir, en fait, de plus jamais me lever, juste de m'endormir et comme ça, au moins un jour, je me réveille et tout a disparu. Mais non. Le 23 septembre 2014, lorsque je sortais du collège, je me suis retrouvée ce jour-là dans un guet-apens. Il y avait une dizaine de personnes de mon collège. Ils ont commencé à m'insulter de tous les noms. Ils étaient avec 2 bidons d'essence. Et là, un garçon est sorti du groupe et m'a renversé entièrement sur moi, de la tête aux pieds, un bidon d'essence, environ de cette taille-là. À ce moment-là, j'aurais voulu crier, j'aurais voulu partir, j'aurais voulu tout en fait, sauf être là. Mais je me suis retrouvée paralysée, littéralement. Mon corps ne pouvait pas bouger. Ma voix, j'avais plus de voix. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment vu la mort sous mes yeux parce que je me suis dit, Annie, ils sont une dizaine devant toi, plus costauds que toi, ils te détestent, ils t'aiment pas, ils veulent te tuer et ils vont le faire. Donc là, un garçon dans le groupe dit allez-y, remettez-lui-en, parce qu'ils avaient 2 bidons d'essence, remettez-lui-en de l'essence, je vais la brûler. Et donc là, mes yeux se sont écarquillés et je me suis dit waouh, il va quoi? C'est fou, j'ai vraiment entendu ça, ils veulent me tuer en me brûlant vive. Et à ce moment-là, le garçon qui a dit remettez-lui-en de l'essence, je vais la brûler, est sorti du groupe. Il s'est approché de moi avec un briquet et il m'a menacé de littéralement jeter son briquet sur moi, quoi. Il s'amusait avec son briquet, sa flamme allumée devant moi, tout
tout en étant encouragé par ses copains qui lui disaient brûle là, qui l'encourageaient comme ça. Donc lui il était là devant moi en m'insultant et en tendant comme ça sa flamme devant moi, et je me suis dit mais putain Anis, tu vas mourir, ça y est, tu vas enfin mourir. D'un côté c'était un soulagement parce que je me suis dit j'en pouvais plus, je ne pouvais plus souffrir comme ça, c'était trop pour moi, j'avais trop pris sur moi. Pour moi c'était tellement la suite logique des choses, parce qu'à chaque fois il me disait suicide-toi, on va te tuer, on va te frapper, tu sers à rien. Donc pour moi c'était tellement logique que ça se finisse comme ça, parce qu'il par ce geste abominable qu'il me tue. Mais d'un autre côté je me suis dit mais Anis, non, ils peuvent pas te tuer. Surtout pas maintenant, t'as que 13 ans. Donc je regardais la flamme en face de moi comme ça, et je me suis attendue à ce qu'il y ait un miracle, qu'il y ait un passant qui passe, qu'il y ait l'administration, je ne sais pas, mais il n'y a eu aucun miracle. Ils se sont juste mis à rigoler, ils sont entrés dans un énorme fou rire. Et là je me suis dit mais Annelise, t'es une chose, littéralement. Tu es une chose. Pour eux, t'es même pas un être humain. T'es même pas humaine. T'es la bête de foire du jour. Ils sont entrés dans un grand fou rire. Et je me suis dit, Annelise, le seul moyen pour que tu puisses rester en vie maintenant, c'est que tu fuis. Et je me suis dit, soit tu pars maintenant, Annelise, soit dès qu'ils arrêtent de rire, il va te lancer le briquet, tu vas partir en fumée, littéralement. Donc à ce moment-là, j'ai juste pu, avec un courage juste inhumain, dire à ma copine, il faut qu'on y aille. Et on est parti. Et j'étais juste salie, dégoûtée. Je suis arrivée chez moi. Et je me suis juste dit, il n'y avait pas ma mère. Heureusement. Je ne sais pas heureusement ou pas, mais pour moi, heureusement. Et je me suis juste dit, Annelise, ils t'ont tout pris. C'était 3 années de souffrance, mais là, ça a atteint le summum, littéralement. Ils t'ont tout pris. Ta dignité, ta jeunesse, ton innocence. Tout, littéralement. J'ai enlevé mes habits et je les ai pliés magnifiquement bien. Et je les ai posés délicatement sur la pile de linge sale. Et je me suis dit, mais voilà. Ça, c'est tout ce que tu étais. Et c'est tout ce que tu ne seras plus. Et donc, j'ai pleuré toute la soirée. Je me suis enfermée dans ma chambre. Et c'est que le lendemain que j'ai pu parler à ma mère de ce qui s'était passé. En parler, en fait, c'est tellement... Ça paraît fou. Parce que souvent on m'a dit mais c'est faux ce que t'as vécu, c'est pas possible, tu dois mentir. L'administration de l'école ne m'a même pas cru, hein, littéralement, quand on est allé les voir avec ma mère le lendemain. C'était à moi de raconter tout ce qui s'était passé, de rapporter les preuves, etc. Et je me suis dit mais la plus grande preuve qu'il pouvait y avoir, c'était ce que eux-mêmes ils avaient essayé de cacher à l'entrée de l'école. Il y avait une énorme flaque, mais c'était même plus une flaque, c'était une marée d'essence. Littéralement, sur tout le passage de l'école, il y avait une marée d'essence que l'école avait essayé de cacher en mettant du sable ou des grains de sel par-dessus, quoi. Et après tout ça, l'administration s'est réveillée, si je puis dire. C'est la première fois qu'il y a eu une sanction. Mais c'était déjà trop tard. 3 personnes qui m'avaient agressée ont été exclues. Mais c'est pas pour autant que le harcèlement a cessé. Ma mère a demandé à ce que je change de collège. J'ai dû attendre 1 mois après l'agression pour partir du collège. Parce que l'administration avait refusé que je parte de l'école. Donc là, ça a été une catastrophe totale. Tout le monde est tombé sur moi. T'as pas honte, à cause de toi, mon ami, là, que t'es exclu, t'es qu'une balance, tu sais pas te défendre, t'es une poucave. Et ben, tu sais quoi, ils ont pas réussi à te tuer, ben nous, on va vraiment te tuer. Ce qui s'est passé, c'est que à la suite de cela, j'ai eu un garde du corps au sein même de l'école, afin de veiller sur moi. Donc j'ai eu un garde du corps qui était avec moi en classe, à la cantine, dans la cour, tout le temps. Et malgré le garde du corps que j'avais, le harcèlement a continué parce que les personnes en avaient littéralement rien à faire. Les personnes qui me harcelaient, leurs amis, les personnes qui m'avaient du coup agressée, et leurs grands frères et leurs grandes sœurs venaient sonner chez moi tous les jours pour agresser ma mère, pour m'agresser moi aussi. Bah oui, bah... Que faire, en vrai? Outre subir et juste dire, bah voilà, t'as mérité tout ce que tu vis, littéralement, aujourd'hui.
Et donc, après les vacances de la Toussaint, j'ai enfin pu changer de collège. Je me suis retrouvée dans un collège littéralement à 10 minutes de mon ancien collège. Je suis arrivée dans le collège, les gens m'ont vue, ils m'ont dit « Hey, c'est toi la nouvelle? On s'est quitté, on va te faire pire. » Ça fait que le harcèlement a repris de plus belle dans ce nouveau collège-là. Jusqu'à mes 17 ans, les personnes qui m'ont agressée, leurs amis, etc., continuaient à me pousser jusqu'à chez moi, en fait. Donc, en fait, le harcèlement ne s'est jamais terminé. Et pour moi, j'étais jamais en sécurité. Et actuellement, c'est pour ça que j'ai tout le temps peur. J'ai toujours peur. Je suis en hypervigilance. J'ai des grosses crises de dépression. Tout ce que les personnes m'ont dit, m'ont fait, ça reste en moi. On peut aider une victime de harcèlement, de cyberharcèlement, en étant présente pour elle, en la réconfortant, en passant du temps avec elle, mais surtout en allant chercher de l'aide avec elle. Il y a également des associations qui peuvent nous aider. Le 3018, c'est le numéro vert pour lutter contre le cyberharcèlement, ou le 3020, le numéro vert pour lutter contre le harcèlement scolaire. Ce qui m'empêche également de vivre, je pense aujourd'hui, outre le stress post-traumatique et le fait que malheureusement l'école n'ait pas agi, c'est la justice. Au niveau du harcèlement, la justice prend beaucoup trop à la légère le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement. J'ai porté plainte et pourtant, ma plainte a été classée sans suite par la justice. Tant par rapport au harcèlement que j'ai subi que par rapport à la tentative de meurtre. Donc à ce moment-là, on se dit, j'ai vécu ça. Mais il faut vivre quoi en fait? Il aurait fallu que je sois morte pour que ma plainte soit réellement prise en compte. Il aurait fallu que je sois morte pour qu'il y ait des sanctions prises contre les personnes qui m'ont agressée, qui m'ont harcelée. Il aurait fallu que je sois morte en fait pour que je sois en sécurité littéralement. Parce que là, la justice n'a rien fait et donc j'ai peur tous les jours. J'ai peur tous les jours. Pour aller mieux aujourd'hui, ce que j'ai pu faire, c'est de compter sur mes meilleurs amis. Et le soutien des proches, c'est vraiment quelque chose de primordial, justement, pour aider une personne à se reconstruire après avoir subi des violences. J'ai également été suivie par de nombreux psychologues, psychiatres, et que je suis encore suivie actuellement par une psychothérapeute afin justement de traiter mon stress post-traumatique. De mon côté à moi-même, je m'informe énormément sur le développement personnel, sur les violences qui peuvent être faites, sur leurs conséquences et également sur la prévention. Je pense que malgré toutes les violences que j'ai vécues, la plus belle chose que je peux dire aujourd'hui à moi-même, c'est que je m'aime, littéralement, je m'aime mais fois 1000 pour la personne que je suis. Je sais que ma voix compte, je sais que ma vie compte et je sais que j'ai de l'importance et je sais au-delà de ça que tout ce que je peux faire, tout ce que je peux dire pour aider d'autres personnes va vraiment leur apporter. Ça a déjà porté ses fruits et je vais continuer justement parce que je ne veux plus qu'aucune personne ne souffre littéralement d'une violence quelconque, surtout du harcèlement et de cyberharcèlement seule. Donc c'est super important que toutes les personnes sachent qu'elles peuvent être aidées, qu'elles peuvent être écoutées et accompagnées comme elles le méritent. C'est pas facile de croire en soi, mais c'est justement un processus de vie. Ce n'est pas facile non plus de s'aimer, mais c'est également un processus de vie. Et justement, pour t'aider, tu peux écouter mon podcast Smile, qui va justement te donner des conseils, des astuces, ou bien me suivre sur mon compte Instagram pour pareil, être encouragé à t'aimer au quotidien, à prendre davantage confiance en toi. Et surtout, c'est super important que tu saches que ta vie compte, que ta voix compte, et que tu pourras toujours être aidé afin d'aller de l'avant, afin de vivre la vie que tu souhaites et que tu mérites. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas à cliquer ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.